Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. L'œuvre d'art est une forme d'expression des désirs inconscients. Vous pouvez insister sur l'absence de règles dans l'œuvre d'art, comme vous pouvez également insister sur ce désaccord par rapport au jugement de la beauté, sans oublier la liberté dans la création artistique, cette touche personnelle de chaque artiste. Après avoir expliqué ce premier sous-point de cette thèse, vous pouvez passer à l'étape suivante, où véritablement, il faudrait montrer que, pas l'art c'est nous, mais il faudrait montrer que la science c'est nous. Qu'est-ce qu'on entend par la science c'est nous? Donc ça c'est la deuxième partie. La première partie, autant pour moi, de cette deuxième partie. En montrant que la science c'est nous, on insiste sur le fait que la science soit une discipline objective. Mais qu'est-ce qui fait que la science est une discipline objective? C'est parce qu'elle met en avant ce qu'on appelle la neutralité. Elle est neutre et cette neutralité va nous amener vers l'universalité des positions. En disant que l'art c'est moi, il n'y a pas de neutralité. Parce que quand c'est neutre, tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde peut se reconnaître là-dessus. Mais en disant que l'art c'est moi, on dira qu'il y a une prise de position. Dans chaque œuvre, l'artiste peut aussi prendre position. Et la position de l'un peut se distinguer de celle de l'autre. Or, en science, on ne va pas avoir de position, puisque la science voudrait rompre avec la subjectivité. La subjectivité peut même porter obstacle à la science, puisque en réalité, si à chaque fois on essaie de juger un résultat scientifique ou encore une assertion, une théorie scientifique par rapport à la subjectivité, les scientifiques ne vont jamais tomber d'accord. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer même dans le laboratoire, on demande à ce que les scientifiques se détachent de toute subjectivité. Par ces éléments subjectifs, on peut entendre les goûts, les couleurs, les appartenances ethniques, les appartenances culturelles ou encore religieuses. Tout cela, c'est subjectif. Et quand c'est subjectif, ça ne peut jamais mener vers une neutralité. Donc cette neutralité, c'est, disons, une sorte de rupture avec la subjectivité. Cette neutralité, c'est ce qui nous permet de prendre une distance, un recul vis-à-vis de ce qui est avancé. Neutralité, universalité. Pourquoi maintenant? Parce qu'on va dire que la science est une activité purement rationnelle. Elle est différente de l'art où véritablement c'est le cœur, ce sont les sentiments en fait qui ont beaucoup plus de place que la raison, si même la raison a un rôle à y jouer. Donc on dira de la science qu'elle est une activité purement rationnelle et en tant que telle, elle repose le plus souvent sur des résultats apodictiques. Pour parler comme Karl Jaspers, en science, on a des résultats apodictiques. Résultats apodictiques qui veut dire des résultats certains. Cela veut dire tout simplement que lorsqu'on fait de la science, on a ce qu'on appelle un accord entre les esprits compétents. Alors que lorsqu'on parlait de l'art, on avait montré que quand c'est subjectif, c'est parce qu'il y a un désaccord par rapport à la beauté. Donc désaccord par rapport à la beauté. Ici, accord entre les esprits compétents. Les esprits compétents vont être d'accord sur le même résultat. Et qu'est-ce qui permet cet accord entre les esprits compétents? C'est grâce à l'objectivité et c'est au fait de se détacher de tout ce qui est subjectif. Quand il y a accord, donc c'est le domaine de la certitude. En science, pourquoi on dit que c'est nous? C'est parce qu'il y a une démonstration qui est là. On va démontrer par un raisonnement, on peut démontrer et aller à un consensus. Donc je mettrai ici, c'est le consensus. Si en science,
c'est l'œuvre de la communauté, c'est parce que, en réalité, c'est une discipline dans laquelle on a des méthodes bien définies, des méthodes de vérification bien définies. Quand on est d'accord, quand cela confirme, on prend. Quand ça l'infirme, on rejette tout simplement. Donc, méthode de vérification bien définie. Donc, vous voyez que c'est, disons, tout à fait le contraire de l'art, où véritablement, c'est le subjectif. En science, on peut tomber d'accord. Et quand, même par rapport à une théorie, s'il y a le nom de l'auteur, ça n'obstrue en rien l'universalité de cette théorie-là. Mais quand c'est dans l'art, c'est donné une bonne fois pour toutes. Et quand on parle de l'art, c'est figé. On ne peut rien ajouter à la Joconde de Léonard de Vinci. Et pourtant, par rapport aux théories scientifiques, jusqu'à présent, on peut se permettre de les remettre en question, on peut se permettre d'ajouter ou d'enlever quelque chose, puisque la science va avoir dans ce cas une dimension impersonnelle. Le nom ne va pas empiéter sur notre jugement. Donc, vous voyez un peu de manière ramassée et très sommaire ce que vous pouvez montrer dans ce sujet par rapport à la thèse. Venons-en à l'antithèse maintenant. Alors, pour l'antithèse maintenant, il faudrait montrer, donc je mets ici 2 antithèses. Dans l'antithèse, il faudrait montrer la dimension universelle que peut avoir l'art et ce volet scientifique que peut bien revêtir la science. Donc, lorsqu'on dit que l'art peut avoir une portée universelle, l'art qui a une portée universelle. Vous savez que dans la thèse, on avait montré que l'art est subjectif. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité que ce qu'on fait dans l'art puisse intéresser et concerner d'autres artistes. Et que chaque production artistique, elle est singulière, elle porte la marque de son auteur. Mais en abordant l'antithèse, vous vous arrêtez sur le fait que l'art a une portée universelle. La portée universelle de l'art peut s'expliquer sous plusieurs angles. D'abord, on avait parlé du lyrisme, mais le lyrisme, il n'est pas que personnel. Le lyrisme, il est bel et bien impersonnel. En parlant du lyrisme impersonnel, on sait que le poète peut s'adresser pour son peuple, peut parler pour son peuple, autant pour moi, il est l'écho sonore de son peuple. Il est la voix des sans-voix. Quand dans la littérature, on voit que les romanciers ou encore les poètes sont engagés. Donc l'engagement ici est à prendre en compte. Parce que quand on est engagé, on s'engage pour une cause commune. On s'engage pour ce qui intéresse les autres. Donc, je ne m'engage pas que pour moi. Parfois même, je peux ne pas être concerné et vouloir vouloir dénoncer une injustice qu'un peuple a subie. Vous voyez que ce n'est plus le moi, mais c'est véritablement, on transcende le moi et on va vers l'universel. Autre chose, pour montrer toujours que l'art a une portée universelle, il faudrait s'arrêter sur les règles de la création. Les règles en art. Les règles existent bel et bien. Et si des règles de production existent en art, il est inadmissible de dire que l'art relève de la subjectivité. À supposer que l'art relève de la subjectivité et que vous fassiez partie, par exemple, du Parnasse, où véritablement on vous dit que vous n'avez pas le droit de dire autre chose que la beauté. En tant que Parnassien, vous devez dans ce cas d'être fidèle à la devise établie. En tant que, disons, romantique, vous êtes obligé de vous intéresser ou bien de vous fier, d'obéir aux règles du romantisme. En tant que poète, vous êtes obligé à chaque fois de respecter les rimes, de respecter les rythmes. En tant que peintre aussi, il y a de ces couleurs qui vont ensemble. Vous connaissez les couleurs primaires, les couleurs tertiaires, les couleurs secondaires. Donc si tout ça
est objet d'apprentissage? C'est parce que dans l'art, il n'y a pas que le cœur. On mettra ici, il y a l'implication de la raison. C'est la raison qui va se charger d'ordonner, de réfléchir même. Parfois, l'art demande un travail de réflexion. Donc, les artistes, même ceux qui écrivent des scénarios, entre autres, ils peuvent bien être guidés par leur inspiration, mais à un moment donné, il faudrait qu'ils revoient tout et essayer d'ordonner les choses. Donc, cela veut dire que l'art n'est pas le lieu du désordre, où chacun se permet de faire ce que bon lui semble. Non. Sinon, qu'est-ce qui expliquerait qu'on décerne des prix Nobel de littérature par exemple, ou encore qu'on dise, voici le meilleur comédien des 5 dernières années, voici le meilleur musicien, voici le meilleur chanteur? C'est parce qu'il y a des critères, et c'est sur ces critères-là qu'on se base pour que le jury puisse décerner le prix. Si ce n'était en rapport qu'avec la subjectivité, qu'avec le moi, alors personne ne voudrait qu'un autre peuple remporte le prix. Mais non, le jury peut être constitué de différents membres, des gens qui n'habitent même pas dans le même pays, qui sont de nationalités distinctes, mais qui s'accordent à donner le prix à un tel. Donc, s'ils s'accordent à donner le prix à un tel, c'est parce qu'il y a des règles, c'est parce qu'il y a des critères de sélection, il y a des critères pour véritablement juger une telle œuvre. Quand on parle de chef-d'œuvre même, on dit, voilà, ça c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais ce chef-d'œuvre, c'est parce que tout simplement, c'est dû aux règles qui sont tellement respectées que véritablement l'artiste les remportait. Donc, on dira en gros que parlant de cette dimension universelle de l'art, effectivement, il y a des règles d'apprentissage et ces règles-là vont être universelles. Dans la deuxième partie de l'antithèse, vous montrez que la science peut être le lieu de la subjectivité. Quand on dit que la science peut être le lieu de la subjectivité, c'est un peu pour nuancer cette objectivité absolue en science. La science qui est le lieu de la subjectivité, c'est un peu pour nuancer cette objectivité absolue en science. Les élèves ont tendance à dire que la science, elle est totalement certaine, que la science est totalement objective, que la science est totalement impersonnelle. Alors, il faut nuancer. Pourquoi il faut nuancer? Déjà, si en science, on se permet à chaque fois de remettre en question des théories, cela veut dire qu'il n'y a pas une certitude absolue. Ne disait-on pas que les erreurs d'aujourd'hui peuvent être les vérités de demain? Donc, la science-là, elle peut bel et bien avoir une touche personnelle. Qu'est-ce que j'entends par une science qui a une touche personnelle? Il est vrai que les scientifiques font l'effort de rompre avec la subjectivité, mais ils ne peuvent pas de façon intégrale rompre avec cette subjectivité. Le scientifique, c'est un homme comme vous et moi qui évolue dans un pays qui appartient à une ethnie, qui a une culture, qui a aussi ses valeurs, qui a également ses préjugés, ses points de vue. Il est vrai que du point de vue de la démarche, la science essaie le plus que possible de rompre avec l'opinion, puisque l'opinion pense mal, elle ne pense même pas, vous disiez, parce que là, elle traduit des besoins en connaissance. Mais n'oublions pas, comme le rappelait Einstein, la science ou bien les préjugés sont tenaces. Comme il le dit, il est plus facile de désintégrer un atome que de désintégrer un préjugé. L'atome, on sait que c'est cette partie indivisible. Mais s'il est plus facile de désintégrer un atome que de désintégrer un préjugé, cela montre à quel point les préjugés peuvent subsister. La science n'est pas le lieu de la certitude absolue. Il y a une marge d'incertitude en science. Cette incertitude, elle existe bel et bien. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui expliquerait qu'on fasse des calculs à 1/100 près parfois, à 1/1000 près? Cette vérité scientifique, elle n'est pas absolue. Donc, dire que la science est le lieu de l'accord total est une illusion. Et je me rappelle le bac donné en 2016, l'objectivité n'est-elle qu'un idéal.
en s'interrogeant sur l'objectivité qui n'est qu'un idéal, en fait, on remet un peu en question cette objectivité absolue en science. Et déjà, lorsque vous abordez la science, on sait qu'il y a différents types de sciences. Et dans les différents types de sciences, les sciences comme celles humaines et sociales, les sciences humaines et sociales sont l'exemple type de sciences qui comportent en elles une dose de subjectivité. Le problème de l'objectivité des sciences humaines et sociales, il est toujours là, il demeure. Est-ce que l'historien, par exemple, étant membre d'une société telle, peut se permettre de dire que ce que je raconte est valable pour nous tous? Donc, est-ce que dans l'histoire, parfois, il n'y a pas une dose de subjectivité? Est-ce que l'histoire, par exemple, parfois, ce n'est pas l'histoire telle que je la raconte moi, non pas l'histoire telle qu'elle est? Vous voyez un peu, du coup, il faudrait remettre un peu en question cette objectivité absolue, le fait de dire que la science est l'accord total. Il faut montrer qu'il y a effectivement un désaccord en science, notamment dans celles humaines et sociales. Tape www.suividecolosénégal.com